Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Ah les vieux dossiers, ah les vieux dossiers. Le thème de ce soir c'est le couple. Mais ça marche à tous les niveaux. Mais dans le couple c'est essentiel. Dans le couple, c'est vraiment important de traiter ce sujet des vieux dossiers. D'accord? Est-ce que on est censé être des archiveuses? Archiver, 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 et ne surtout pas jeter les vieux dossiers, les garder bien précieusement? Ou est-ce que, en vérité, les vieux dossiers sont un handicap pour la vie de couple, sont un handicap pour mon propre affinement du caractère? Là, la manière dont je le présente, ça a l'air vraiment de donner un indice sur la réponse. Est-ce que les vieux dossiers ne sont pas plutôt un poids lourd pour un avenir optimiste de mon couple? Alors ce soir, on traite les vieux dossiers puisque le ménage de Pessard, c'est pas seulement à la maison, c'est surtout et aussi et autant dans le cœur. Pas surtout, parce que le ménage, le vrai ménage, il faut le faire aussi. Hein. J'ai l'air de vous dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut le faire hein, au final. Il faut sortir le ramet, attention. Alors, le ménage de Pessard, il faut aussi le faire dans le cœur. Et en général, le cœur, des fois, il nous arrive de sauvegarder ces vieux dossiers au cas où ça pourrait servir. Vous connaissez cette expression-là, ce sentiment, ça marche même dans la maison, des fois on garde des choses au cas où ça pourrait servir. Des fois les gens empilent les boîtes de médicaments qui servent à rien, dont on ne s'est pas servi depuis un certain temps. D'ailleurs, il y a une règle comme ça, qui marche dans tout. Juste un petit conseil comme ça pour l'organisation dans la maison. Un livre qui encourage vraiment pas mal à l'organisation et qui dit que si tu as des vêtements, des bijoux pas de qualité, pas de valeur, des choses, la vaisselle, des objets dont tu ne t'es pas servi depuis un an, c'est le signe qu'il faut s'en débarrasser, en général. Donc voilà, les vieux dossiers. Au cas où, ça pourrait servir, des vieux dossiers sur mon mari, d'accord, les choses sur lesquelles il a dérapé, les choses qui m'ont vraiment énervé, les erreurs qu'il a faites, les choses inattendues et non bienvenues, malvenues qu'il a pu faire dans le passé. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'est gravé dans mon écorce, c'est gravé dans ma peau. Est-ce que je continue de sauvegarder ces dossiers ou bien est-ce qu'il y a un moment où on doit jeter à la poubelle? Et je vais vous dire une chose, c'est que l'être humain, le juif en particulier, c'est valable aussi pour les non-juifs, mais chez le juif c'est essentiel, c'est l'essence de sa vie, vient sur cette terre pour ressembler au Créateur. Pour ressembler au Créateur. Alors, quand on est comment dire, à un tournant de sa vie, on peut tourner à droite ou à gauche, d'accord? En l'occurrence, dans ce thème, c'est est-ce que je garde les vieux dossiers ou est-ce que je ne garde pas les vieux dossiers? Comme pour toute question au niveau de l'affinement du caractère. Il y a beaucoup de choses, par exemple, que nous propose la psychologie moderne, le coaching moderne, qui sont très souvent l'antithèse de ce que la Torah nous demande de faire. Par exemple, le coacheur va nous encourager à apprendre à dire non. La Torah vient et nous dit apprends à dire oui. D'accord? Donc il y a des situations, il y a des mesures, bien sûr, on ne doit pas le faire sur le compte de notre santé, on ne doit pas le faire, enfin, encore que chaque chose doit se mesurer, mais apprends à dire oui, apprends à donner la tzedaka, apprends à ouvrir ta porte, apprends à donner à l'autre ce qu'il a besoin, aider l'autre dans le besoin. Il y a des niveaux, on ne peut pas accéder au top de la montagne, au top de l'Everest, au top du Hermon, pour être plus kadosh, au top du Hermon du jour au lendemain, d'accord? Donc ça va commencer avec des petits actes, des petites choses. Il y a des gens qui ont plus d'aptitude au chesed, à la bonté. Il y a des gens pour qui on sent que c'est une bataille des fois. Et il ne faut pas désespérer parce que chaque acte que je vais faire envers l'autre, d'accord, va ouvrir chez moi cette aptitude, va développer chez moi cette aptitude justement à faire de la bonté, d'accord, à ouvrir mon cœur et donc à ressembler de plus en plus à mon créateur. Ça ne veut pas dire que je dois dire
oui pour tout. J'ai le droit de dire non. Il y a des situations dans lesquelles le courage, c'est de dire non aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut savoir que des fois, j'ai le choix entre ce que me propose le coaching et ce que me propose la Torah. Et souvent, pas toujours, mais souvent, c'est l'antithèse l'un de l'autre. Donc il faut faire attention à ces choses-là. En l'occurrence, gardez les archives, d'accord? Quelqu'un pourrait venir et vous dire avec une super phrase, avec un super dicton, ils adorent faire ça, avec un super graphisme, super fond, avec un super petit motif autour, pourrait te dire ce genre de phrase. N'oublie jamais le mal qu'on t'a fait, d'accord? Rends le mal dent pour dent. Je sais pas, il y en a qui pourraient te mettre ce genre de phrase dans la tête, tu vois. Et la Torah, le Créateur, qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils en disent? Il y a une halakha, il y a une loi dans la Torah, qui est de ne pas rappeler à un Baal Tchouva, quelqu'un qui a fait Tchouva, son passé. Si lui-même veut évoquer son passé de sa propre volonté, c'est son droit. Il a le droit, enfin, c'est son droit, c'est une chose. Mais si moi maintenant je viens et je lui dis, hey, tu te souviens, hein, il y a un an, bah ouais, c'était il n'y a pas si loin, hein. T'as bien changé, mais c'était il n'y a pas longtemps, souviens-toi, tu te rappelles sur la plage, tu te rappelles? Tu vendais des vêtements, tu te souviens? Tu te souviens, t'étais copine avec celui-là, là, tu te souviens? Bon, bah aujourd'hui j'ai fait tchouva, je suis mariée, j'ai un mari, pourquoi tu viens me rappeler le nom de mes ex? Pourquoi tu viens me rappeler le nom des plages sur lesquelles pourquoi? Tu n'as pas le droit. D'après la Torah, il y a une loi comme ça, que quelqu'un qui s'est repenti, d'accord? Il est considéré comme un tzaddik, il est considéré il est même au-dessus du tzaddik. On dit qu'un Baal, tu vois, quelqu'un qui s'est repenti sur ses mauvais actes, un tzaddik ne peut pas se tenir devant lui, ne peut pas se tenir près de lui, parce que le Baal Tchouva a goûté aux méfaits, a goûté au mauvais chemin, et malgré le fait qu'il y a goûté, et qu'il aurait pu y rester accro toute sa vie à ce mauvais chemin, il a eu le courage de se repentir. Donc il a des méfaits, malgré ses méfaits, il va se repentir. Alors que le juste, lui, n'a pas connu vraiment la route, n'a pas connu du tout la mauvaise route, n'a pas connu les méfaits. Donc il ne sait pas le goût que ça a. Donc, quelque part, on dit, celui qui s'est repenti a plus de mérite que le tzaddik. D'accord? Donc, et il faut savoir que ces méfaits se transforment en mérite. En mérite. C'est quelque chose de géant. C'est quelque chose de géantissime. Et donc tout ce processus de celui qui se repentit et dont les mérites se transforment dont les méfaits se transforment en mérite, tout ce processus, par qui il est sponsorisé, par qui il a été créé, inventé, décidé, et par qui il est réalisé? Par le Créateur. C'est le Créateur qui a décidé qu'une personne dans ce monde qui agit de la mauvaise façon, qui entend que ce n'est pas comme ça qu'il faut agir, qui prend conscience que ce n'est pas comme ça qu'il faut agir, et qui décide de changer sa voie, le Créateur en personne, lui-même, transforme ses méfaits en mérite, l'élève à un niveau plus élevé que le tzaddik, et empêche qui que ce soit de lui rappeler son passé. Ça, c'est le caractère du Créateur. C'est ça, le Créateur, on nous le décrit comme ça. C'est ce qu'on nous explique dans les livres de Kabbale, dans le livre de Tomer Dvorah, dans d'autres livres très certainement. C'est comme ça qu'on apprend que se comporte notre Créateur. C'est comme ça que notre Créateur se comporte avec nous. Donc imaginez la bonté du Créateur. Imaginez comme il est bon avec ses créatures. Ça aurait été terrible qu'ils nous mettent tous les jours notre faute, nos anciennes fautes sous le nez. Souviens-toi les fautes que tu as fait. Non, tu es aujourd'hui au-dessus du tzaddik et personne n'a le droit de te rappeler tes méfaits. Donc si moi, je veux, en tant que personne juive, de surcroît juive, je veux réaliser la fonction pour laquelle je suis dans ce monde, c'est-à-dire de me rapprocher du Créateur, c'est-à-dire de ressembler au Créateur. Comment on se rapproche du Créateur? Comment on est proche du Créateur dans ce monde? En lui ressemblant. C'est le chemin, l'unique chemin pour être proche du Créateur. Je veux être proche de Dieu, je veux être proche d'Hachem, d'accord? C'est en lui ressemblant. En lui ressemblant. Donc on apprend que si on veut lui ressembler, on ne rappelle pas ses fautes à l'autre.
On ne lui rappelle pas ses erreurs sans arrêt. D'accord? Oui, peut-être que tu as bien fait maintenant, mais souviens-toi que quand même, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans, souviens-toi d'il y a 10 ans ce que tu as fait. C'est vrai que la nature humaine a une tendance à vouloir, si on se laisse aller à sa spontanéité, d'accord? Si on se laisse aller à sa spontanéité, l'être humain peut arriver à des niveaux d'animosité terrible, de cruauté terrible envers les autres. D'accord? C'est la raison pour laquelle Hitler, Marchémo, détestait le peuple juif. C'est que lui avait envie d'aller d'après sa spontanéité, d'après ce que ses envies, ses pulsions basses, d'accord? Et il voyait ce peuple devant lui, le peuple juif, qui, eux, allait à contre-courant de toute cette bassesse, toute cette philosophie qui venait, qui employait les mots les plus raffinés, les plus développés, les plus exquis de la littérature pour légitimer le n'importe quoi, pour légitimer la spontanéité de l'animal qui est dans l'homme, d'accord? Y avait toute cette mode donc de philosophie de buvons, mangeons, car on ne sait pas de quoi est fait demain, profitons de la vie, carpe diem, je ne sais pas tout comment on appelle ça, mais va d'après tes pulsions, va d'après tes envies. La femme de ton copain te plaît, et ben tu la dragues. Voilà, tu ne dois aucun compte à ta femme, tu dois aucun compte à tes enfants, tu dois aucun compte à qui que ce soit. Tu fais ce que tu veux, tu es libre d'agir tel que ta spontanéité te le dit. D'accord? Et ils voyaient ce peuple juif qui, eux, allait contre cela. Malgré cette mode, malgré cette volonté de se laisser aller à ses pulsions primaires, le peuple juif, les gens pieux, les juifs pieux, qui quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, gardent des mœurs droites et propres, gardent des mœurs élevées, ne se laissent pas aller au tohu-bohu, ne se laissent pas se mêler à toute n'importe quoi, cette folie extérieure. On est souvent mêlés à voir, on est souvent amené à voir des actions, des façons d'agir très basses, très animales, et les gens arrivent à mettre sur cela des titres tout à fait nobles, d'accord? Tellement nobles qu'ils arrivent, qu'ils essayent en tout cas, ils n'arrivent pas, mais qu'ils essayent de te donner à toi qui est normal, qui a des mœurs propres et droites, à toi de te donner mauvaise conscience, d'être quelqu'un de droite, d'accord? Mais aujourd'hui, il faut aimer qui tu veux, et aujourd'hui, tu te maries avec qui tu veux, pas seulement avec qui tu veux, avec ce que tu veux, parce que maintenant, on a légalisé le mariage même avec les animaux, donc il n'y a plus il y a plus ça de homme, femme, père, mère, il y a plus, il faut être ouvert. Faut être ouvert. Qu'est-ce que c'est que ces gens archaïques là, le père, la mère, le père, la mère, qu'est-ce que c'est que ça, là, le Moyen-Âge? Faut être ouvert, faut être moderne. En vérité, ce que eux appellent la modernité, c'est le Moyen-Âge, parce que au Moyen-Âge, au temps de l'Égypte, par exemple, aussi, voilà, c'est bientôt Pessah, on va sortir le peuple juif sort d'Égypte. On dit pourquoi est-ce que Dieu a fait sortir le peuple juif, a fait sortir les Juifs d'Égypte, parce qu'ils étaient arrivés au niveau 49, me semble-t-il, 49 d'impureté. S'ils étaient arrivés au niveau 50, il n'y aurait plus eu de porte de secours pour le peuple juif. Ils sont arrivés au niveau 49 d'impureté, tellement l'impureté était présente dans les mœurs des Égyptiens. Les Égyptiens étaient extrêmement corrompus, extrêmement corrompus. Et donc, au temps des Égyptiens, au temps du Moyen-Âge, ce qu'ils pensent qu'ils sont en train renouveler aujourd'hui, d'inventer aujourd'hui, d'accord, le pacte, le machin, etc. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Je ne sais pas, mais on va y arriver. Eh bien, ils pensent que ça c'est la modernité, mais en vérité, ils reviennent à l'âge de pierre. Ils reviennent à ce qu'il y avait avant le nom de la Torah, d'accord? Et le peuple juif tient bon. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Cela n'a pas lieu d'être. Cela n'a pas lieu d'être. On garde, quoi qu'il arrive, une colonne vertébrale droite. Le Rav Kook nous dit que malgré toutes les mauvaises influences auxquelles on a été exposé et auxquelles on continue d'être exposé, que ce soit dans les pays étrangers,
que ce soit au travers d'Internet, etc., eh bien, malgré tout, ces choses-là semblent mal nous influencer, mais en vérité, elles ne nous pénètrent pas autant qu'on le pense. C'est-à-dire, elles n'ont pas tant d'influence que ça sur nous. Ça veut dire qu'on on a tellement un ADN de droiture que même si on baigne devant toute cette impureté, même si on est témoin de tellement d'impureté, de folie humaine, eh bien on continue de rester droit à l'intérieur. On continue d'avoir ce cœur qui nous guide, qui nous dit c'est bien, c'est pas bien, c'est honnête, c'est malhonnête. Et tu verras toujours des juifs, religieux, pas religieux, toujours exprimer des idées très droites et honnêtes, très souvent. Les juifs vont avoir un message très courageux par rapport à l'ensemble, par rapport à l'ensemble du troupeau qui va vers cette cohue, vers ce n'importe quoi. Tu verras toujours les juifs qui sont rebelles vis-à-vis de ces mauvaises mœurs et qui, eux, expriment des idées de droiture et recherchent toujours la vérité, en vérité. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que un juif est sadique au fond de lui. Un juif est juste. Quoi qu'il arrive, un juif est juste. Et lorsqu'il n'agit pas de façon juste, c'est parce qu'il a été témoin de choses qui n'ont rien à voir avec lui. Et il a épongé des choses. Et donc, il va agir d'une certaine façon. Mais le jour où il apprend que ce n'est pas comme ça qu'il faut agir, le jour où il prend conscience, le jour où Dieu accepte de lui ouvrir les yeux, parce qu'il n'y a, il y a que Dieu qui ouvre les yeux à une personne quand il le décide. D'accord? Tu peux vouloir qu'une personne fasse tchouva, qu'une personne se repentisse. C'est le jour où Dieu il a décidé qu'il allait ouvrir les yeux sur la vérité, eh bien il ouvrira les yeux sur la vérité. Donc c'est pour ça que la prière, c'est très important, de prier pour les autres, pour les gens, pour soi-même, pour qu'on puisse ouvrir les yeux. C'est très important. Sans prière, sans cri vers Dieu, il ne peut pas y avoir de Yeshua, il ne peut pas y avoir de délivrance, parce qu'il n'y a pas de demande. Il faut qu'il y ait une demande. La demande, qui est une prière, ça va être le réceptacle pour recevoir la délivrance de nos problèmes, la délivrance des doutes dans lesquels on se trouve. Des fois, on a au fond du cœur une sensation que ça devrait être autrement, et on a même du mal à l'exprimer, mais si on ne crie pas vers le Créateur, même des fois pas seulement verbalement, mais même dans un cri du cœur, mon Dieu, fasse que cette situation évolue dans le bon sens. Éclaire-moi les yeux, ouvre-moi les yeux sur la réalité, sur la vérité de cette vie. Quelle doit être, de quelle façon je dois fonctionner. Il me semble qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Quoi, je ne sais pas, mais ça, c'est le cri du cœur. Tu sais pas exactement ce qui va pas, mais il y a un ras-le-bol intérieur, il y a une volonté d'évolution, une volonté de changer, une volonté d'être mieux placé sur le rail, d'être sur un rail plus droit, d'être sur le rail tout simplement, d'être sur le bon rail. Et ce cri du cœur, le Créateur l'aime beaucoup et il ne tarde pas à envoyer la délivrance. Donc ça vaut le coup de toujours se tourner vers Dieu, que ce soit dans la parole ou dans le cri du cœur. Maintenant, on apprend du Créateur qu'il agit avec nous avec beaucoup de, de longanimité. Il est très longanime. C'est-à-dire qu'il ferme les yeux sur nos erreurs. Il ferme les yeux sur... Il ne ferme pas les yeux à tout jamais, d'accord? Il ferme les yeux un temps. Il est patient dans le but de nous voir revenir vers lui, dans le but de nous voir nous repentir un jour. Il a tellement confiance en notre capacité à nous repentir. Et dès lors que l'on se repentit, c'est fini les archives. Fini les archives. Il brûle les dossiers. Le Créateur brûle les dossiers. Le Créateur ne brûle pas, excusez-moi, ne brûle pas les dossiers. Il recycle les dossiers. C'est le pionnier du recyclage, le Créateur. Il recycle les dossiers en quoi? Il recycle les dossiers en mérite. En mérite. Donc il arrive des fois, voilà, je reviens au couple, il arrive des fois que dans notre couple, notre mari a agi d'une façon qui nous blesse énormément. Encore une fois, ça ne concerne pas les couples où le mari est violent physiquement contre la femme. S'il y a des violences physiques, c'est différent. Il faut aller voir urgemment un rave et faire les démarches qu'il y a à faire pour mettre fin à cette souffrance et à cette violence. Parce qu'on ne peut pas avancer avec de la violence physique. Donc,
je parle d'un couple où la femme ne craint pas pour sa vie, d'accord? Où la femme se sent quand même un minimum en sécurité au niveau de sa vie par rapport à son conjoint, eh bien dans ce couple, il arrive que le mari agisse de façon qui nous blesse, de façon qui nous énerve, de façon qui vont voilà, nous faire sortir de nous et vraiment nous désoler, nous attrister. Tous les mots sont les bienvenus, chacun avec ce qu'il ressent, avec son adjectif qui lui parle. Et donc, on souhaiterait que ça évolue. Et on va peut-être faire la tête au mari, on va peut-être lui crier dessus, on va peut-être lui faire savoir que ce qu'il a fait, comment il agit, nous a déplu, il va peut-être y avoir une dispute, il va peut-être y avoir un froid, et le temps va passer, il va peut-être entendre un cours de Torah, il va peut-être avoir une prise de conscience, le temps va passer, d'accord? Et le mari va évoluer, va changer, va se modifier. Alors déjà, en tant que femme, c'est très important d'être un témoin sensible et honnête à l'évolution du mari. C'est-à-dire que des fois, le mari évolue, le mari se repent, il ne va pas venir devant sa femme et dire « Excuse-moi ma femme, voilà, j'ai fauté sur cela, j'ai fauté sur cela. » Il ne va pas le dire forcément verbalement, mais le fait qu'il va arrêter de fauter, de part qu'il a ressenti que ça a créé une souffrance chez sa femme, il n'était pas vraiment conscient au début que ça a créé une souffrance chez sa femme, il a remarqué que ça a créé chez elle une souffrance, donc il s'empêche de réagir comme ça. Mais nous, c'est gravé à l'intérieur, nous, c'est gravé et on se souvient de comment il a réagi. Mais aujourd'hui, il n'agit plus de cette manière. Déjà, on se doit d'être un bon témoin, ça veut dire de reconnaître que le mari n'agit plus de la sorte. C'est important pour son évolution, c'est important pour que son évolution puisse perdurer, puisse continuer, c'est important qu'on soit un bon témoin, d'accord? Ça veut dire, ou le dire vraiment verbalement au mari, ou alors se le dire à soi-même, ah quand même, mon mari n'agit plus de la sorte, Baruch Hashem, Toda Lael, merci mon Dieu, mon mari ne fait plus cette chose qui m'avait tellement énervée. C'est vrai qu'à l'époque, il l'avait fait. C'est vrai que ça m'avait touchée. C'est vrai que ça m'avait énervé, que jusqu'à maintenant, j'ai la même sensibilité que ce jour où il a mal agi. Mais cela dit, je suis forcée de reconnaître qu'il n'a pas recommencé. Donc il y a eu une évolution. C'est vrai, il n'est pas venu me demander pardon vraiment. C'est vrai, il m'a pas écrit une lettre. C'est vrai, j'aurais aimé qu'il se mette à genoux et qu'il se tape le buste. Et j'aurais aimé qu'il réagisse, qu'il pleure, qu'il s'excuse de ce qu'il a fait. Il l'a pas fait. Mais cela dit, il y a quand même une évolution. Il n'a pas recommencé la chose. D'accord? Il s'est retenu, ou il l'a fait moins. Il l'a fait un peu moins. À un niveau moins important que ce qu'il faisait au début quand ça me dérangeait tellement. Il y a une évolution. Si je n'arrive pas à être témoin de ces micro-évolutions, d'accord, et des fois plus, il ne pourra pas y avoir vraiment encore d'évolution. Parce que si je ne suis pas capable de voir ces petites évolutions, je ne serai pas capable de voir les grandes évolutions. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Une femme qui est aveugle face à l'évolution de son mari ne pourra pas être voyante lorsque ça sera une évolution grandiose. Parce que quand on est aveugle sur peu, on est aveugle sur beaucoup aussi. C'est la même chose. C'est la même lignée. D'accord? L'eau allez nous que Dieu préserve. Une personne qui est aveugle, quand elle est aveugle, quand elle marche dehors, elle est aussi aveugle quand elle est allée chez elle, elle est aussi aveugle en permanence. Quand on est aveugle dans l'esprit, quand on est aveugle du cœur, quand on est aveugle de l'intérieur, on a une intériorité aveuglée, d'accord, qui ne veut pas reconnaître, parce que ça coûte, parce que ça nous coûte au niveau de l'ego, d'accord? Ça nous coûte, on préfère se mettre en position de victime, parce que la position de victime nous est une zone connue, là on va utiliser les mots de coacheur, tant que tu es en zone de confort, tu ne vis pas vraiment. Lorsque tu sors de ta zone de confort, eh bien tu es en train de vraiment te réaliser, d'accord? De vraiment, eh bien, quand tu es dans cette zone de confort de la victime, en colère contre son bourreau qui l'a attristé,
et que tu ne veux pas sortir de... Je ne veux pas sortir de ma zone de confort de victime, d'accord, ça fait que je reste dans cette zone de victime. Je reste dans cette victimisation, malgré que l'autre a compris, a pris conscience, a décidé de faire attention. Malgré, non, je suis encore dans cette zone de confort de victime, et donc ça me dérange, d'accord, ça dérange mon ego qui s'est fait, qui est à l'aise dans ses pantoufles, dans son étiquette de victime, de pauvre victime, d'accord. Et c'est humain, c'est tout un processus humain. C'est pas, on le fait pas méchamment, on n'est pas, comment dire, mauvaise quand on le fait. C'est vraiment un processus intérieur dont il faut avoir conscience, d'accord. Donc quand on est dans sa position de victime, encore je ne parle pas de couple où il y a des violences physiques. Je parle d'un couple où il n'y a pas de violence physique, d'accord. Donc, quand je suis dans cet état de victime, l'ego me crie « Tu es une victime, tu es une victime ». Et le Yetzer Hatov, le bon penchant, me dit « Grandis, grandis. Tu peux être autre chose qu'une victime, je t'assure. Il y a d'autres rôles, et pas moins importants. Le rôle de la victime, c'est pas forcément un rôle qui te fait avancer, qui va faire avancer ton couple, qui va te permettre de construire ton caractère, d'affiner ton trait de caractère et de ressembler au créateur. D'accord? Le créateur n'est pas une victime, le créateur est quelqu'un de géant, enfin, est géant, géantissime, à l'infini. On ne peut pas être victime et être géant. Donc la victime, c'est petit, c'est un rôle qui me cloître, qui me rapetissit, qui me contraint à rester petite. Grandis. Et le Yetzer Hara, ça le dérange de grandir, il n'a pas envie de grandir, il veut rester petit, il veut rester un enfant, ça lui va bien, c'est plus reposant, c'est plus confortable. Le Yetzer Hara cherche le confort. Le Yetzer Hara est très, dans un sens, cherche toujours, comment dire, est flemmard, il n'aime pas ce qui demande de l'effort. Et sortir de sa zone de victime, ça demande un effort intérieur géant, de titan. Quand on arrive à le faire, on peut vraiment se féliciter, vraiment, je vous assure, se taper sur l'épaule, s'encourager, se dire franchement bravo, sur ce coup-là, t'as été une grande, t'as été forte. C'est des choses qui se voient pas, c'est des choses à l'intérieur, mais on sait quand on est placé en victime et on voit l'autre comme un bourreau et il m'a fait ça, ouais, mais c'était il y a 3 ans. Ouais, mais voilà, c'est encore dans ma peau, c'est encore dans ma chair, j'ai des frissons quand j'y pense. Oui, mais depuis 3 ans, il l'a moins fait, Moi, je me souviens un jour, mon mari m'a dit, mais tu vois l'évolution, je sais pas, je lui avais dit quelque chose qui n'allait pas, je lui avais reparlé de quelque chose qui n'allait pas, il me dit, mais entre-temps, t'as vu qu'il y a une amélioration? Parce que si tu vois pas mon amélioration, ça donne pas envie de continuer, ça donne envie de s'arrêter. Et il a tellement raison, Ça a été une grande leçon ce jour-là. Ça a été une grande leçon. J'ai mis du temps à intégrer les choses et à pouvoir en parler avec tranquillité comme j'en parle, mais sur le moment c'est un petit peu énervant. Tu dis, oui c'est vrai, t'as évolué, mais quand même, regarde, voilà. Mais quand j'y repense, je me dis, il a tellement raison. Si tu vois pas l'évolution qu'il y a eu, si tu vois pas les efforts qu'il a fournis, parce que on n'est pas conscient du Yetzer Hara qui gère l'autre, d'accord? Si par exemple ton problème avec ton mari, c'est que mon problème avec mon mari, disons, enfin pas mon mari, mais disons, le problème avec le mari, c'est qu'il m'a parlé mal, voilà, il m'a parlé mal devant les enfants. C'est très énervant, parce que d'abord c'est énervant qu'on te parle mal, en plus devant les enfants, c'est très énervant sur le moment. Et donc, tu vas dire au mari, voilà, ça me dérange, ça m'énerve et tout ça. D'accord, tu fais un effort pour pas le dire devant les enfants, tu attends que les enfants ne soient pas là. Tu sais, quand tu m'as parlé mal devant les enfants, ça me dérange, ça m'énerve. Ok. Ensuite, tu vois que le mari te parle mal devant les enfants, mais moins virulemment que la fois d'avant. Quand même moins virulemment. D'accord?
Alors tu as deux possibilités. Ou tu te dis, encore, il me parle mal devant les enfants, je vais lui rendre, mais je vais lui mettre la leçon de sa vie, mais je vais lui faire comprendre, et pour qu'il me prend, pour qu'il se prend, pourquoi. Ou alors, tu te dis, je sens que sur ça, il a un gros Yetzer Hara, d'accord? Moi, j'ai pas de mal à me retenir, j'ai pas de mal à le respecter devant les enfants. C'est évident pour moi que quand il y a des enfants, il y a une ambiance de respect, je le respecte, d'accord? Mais lui, il a peut-être un très gros Yetzer Hara là-dessus. On ne sait pas quel Yetzer Hara le gère. Peut-être que si moi-même j'avais le Yetzer Hara qu'il avait lui, mais je ferais pire que lui. Que Dieu préserve. Peut-être qu'avec son Yetzer Hara que Dieu lui a donné, moi j'en serais peut-être arrivé à le frapper, que Dieu préserve. Donc on ne sait pas quel Yetzer Hara gère l'autre. Je sais, moi je connais mon Yetzer Hara, mes faiblesses, encore que se connaître, c'est une vie entière. Il faut une vie entière pour se connaître. Mais je sais que sur ça, je ne vais pas tomber. Et donc sur ça, je me permets de lui dire, tu sais, c'est pas comme ça qu'il faut faire, tout, regarde-moi, regarde enfin comment je suis et tout, fais comme moi, enfin regarde-moi. Mais en vérité, on ne se rend pas compte que le Créateur nous a rendu un grand service en nous donnant une facilité sur cette chose-là, précisément, que ça ne viendrait jamais à l'esprit du manquer de respect devant les enfants, ou ça ne nous viendrait jamais à l'esprit de, je sais pas, de faire quelque chose, cette chose que lui fait, qui nous sert, et que lui, le Créateur lui a donné un Yetzer Hara de plomb, de fer, un Yetzer Hara énorme. Donc, on ne peut pas le juger. On ne peut pas le juger, on ne peut pas lui dire, enfin, mais il ne comprend pas, mais combien de fois je vais lui dire, mais combien de fois il ne comprend pas que ça me blesse. On ne sait pas le Yetzer Hara qui le gère. Donc, si jamais mon Yetzer Hatov me dit, regarde, il y a une évolution, c'est une toute petite voix, il faut vraiment lui donner le microphone à cette petite voix, elle est très petite, elle est douce, elle est faible, on n'a pas toujours l'habitude de lui donner la place. On n'a pas toujours l'habitude au Yetzer Hatov de se concentrer sur ce qu'il a à dire. D'accord? Et sa petite voix là qui porte pas fort, il dit, ah, quand même, il y a eu une évolution, quand même. Et là, il y a le Yetzer Hara là, qui a le micro, hein, qui parle, d'accord, on a l'habitude, on l'entend, il est très bruyant comme ça, il dit non, il n'y a rien, aucune évolution, rien du tout, c'est toujours une victime, c'est toujours le bourreau, ça continue, et ça va jamais s'arrêter, et ça va aller de pire en pire, et tout ça, il fait peur, il fait du boucan, il fait du vacarme et tout, voilà, hein. Ce petit Yetzer Hara, cette force intérieure positive, qui veut qu'on y arrive, qui veut qu'on grandisse, d'accord? Toute la journée, elle me dit, grandis, tu vas y arriver, tu vas grandir, c'est pas grave, t'es tombé, relève-toi, tu vas grandir. Mais il faut entendre, il faut lui faire la place. Et cette petite voix, elle te dit, regarde quand même, il y a eu une petite évolution. Et là, si j'arrive à lui faire la place à ce Yetzer Hatov, si j'arrive à lui donner la place à lui, si j'arrive à le mettre sur un piédestal, lui permettre de prendre le micro et de faire de la place à ce qu'il a à dire, à son message, là, je grandis. Grâce à lui, je suis en train de grandir. Malgré le boucan intérieur, non, t'es une victime, lui c'est le bourreau, il a encore continué, ça va jamais s'arrêter. Tu te souviens, il y a 3 ans, tu te souviens, il y a 5 ans, regarde les archives, regarde les vieux dossiers. Tu sais quoi? Rappelle-lui maintenant les vieux dossiers. Tiens, c'est une bonne idée, c'est l'occasion de sortir les vieux dossiers, allez. Et là, tu fais la place au Yetzer Hara, au Yetzer Hatov, c'est une bataille, c'est une guerre intérieure. Mais Hachem est tellement fier de nous quand on arrive à faire ce travail. Tellement fier de nous parce qu'il connaît la difficulté. Il sait exactement dans quelle difficulté on se trouve. Il sait exactement la difficulté que ça nous demande de grandir, de faire la place à celui qui veut qu'on grandisse. Il sait exactement. Donc si on lui fait la place, on sent quelque chose d'inconfortable, mais on est en train de grandir. C'est inconfortable, mais je suis en train de grandir, d'accord? Pareil pour le sport, je trouve que c'est toujours un exemple tellement vrai. C'est quand tu es dans l'inconfort que tu muscles tes muscles. C'est quand c'est inconfortable que tu es en train de muscler. Quand c'est très confortable, c'est peut-être que tu es assis sur un fauteuil en train de manger une barre de chocolat, en train de regarder la télé, donc tu n'es pas en train de te muscler. Quand c'est inconfortable, ça veut dire que tu es déjà monté sur la machine. Tu es en train de faire du sport, tu es en train de te muscler.
C'est pareil pour l'affinement du trait du caractère. C'est quand c'est inconfortable, quand c'est douloureux intérieur, quand ça me demande un sacrifice intérieur du Yetzer Hara, d'accord, de sacrifier le Yetzer Hara, c'est inconfortable, c'est là où je suis en train de me travailler, c'est là où je suis en train de muscler mes traits de caractère. Justement là, dans ces moments très inconfortables. Donc quand le mari se met à crier, à réitérer une chose qui me dérange et qui me rappelle ces vieux dossiers du passé le concernant, si j'arrive à me dire, attends, il y a quand même eu une évolution entre-temps. Il a quand même moins crié ces derniers temps. Il y a eu une période où il criait beaucoup plus. Tu dois t'avouer quand même, tu dois avouer quand même. Tu dois. Et puis le juger favorablement. Peut-être qu'aujourd'hui c'est un jour difficile pour lui. Peut-être qu'aujourd'hui il est très fatigué. Peut-être. Peut-être qu'il a mal dormi cette nuit. Il s'est levé très tôt ce matin. Il a peut-être fait des choses qui l'ont énormément fatigué. Peut-être que si toi tu étais dans le niveau de fatigue dans lequel il est, mais tu serais une loque. Tu serais peut-être dans un état où il aurait mieux valu se cacher plutôt que de te rencontrer. Peut-être. On ne sait pas contre quelle force l'autre doit se battre. On ne sait pas. Il a peut-être un Yetzer Hara énorme, plus une fatigue énorme. Et moi, Baruch Hashem, je suis bien, tout va bien, je ne suis pas fatiguée, j'ai pas ce Yetzer Hara. Hashem m'a exempté de ce Yetzer Hara sur cette chose spécifique. J'en ai sur d'autres, c'est sûr. Mais en tout cas, pas sur ça à ce moment-là. Et donc, c'est facile de dire moi, je sais que. Moi, je sais ne pas klaxonner dans ces moments-là. Hein. Tu vois, c'est le pire en plus, quand tu fais sentir à l'autre que, t'es tombé là. Moi, je serais pas tombée à ta place. Tu sais, quand des fois, le mari, il se peut qu'il conduise, qu'il dit des noms d'oiseaux, qu'il est énervé, qu'il klaxonne et tout. Et toi, t'es à côté, toute sereine. Et ben, moi, je suis beaucoup plus sereine que toi. Hein. Et tu lui fais ressentir et tu lui. Écoute, c'est pas le moment de s'énerver, enfin. Akol les tova. Ten chiour. Akol les tova. Souris, tout est pour le bien, enfin. Et là, tu te sens super grande, super forte et tout, mais en vérité, tu sais pas dans quel stress il est à ce moment-là. Tu ne sais pas. Si t'étais à sa place en train de conduire, avec le stress qu'il a sur la tête, avec les épreuves par lesquelles il est en train de passer à ce moment-là, avec le Yetzer Hara qu'il a à ce moment-là, d'accord? Mais c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Donc se dire qu'on ne sait pas, on ne comprend pas ce qui se passe exactement. Dans ces moments de troubles intérieurs, dans ces moments où l'autre agit d'une façon qui nous énerve et qui nous rappelle ces vieux dossiers, ces actes d'entente qui nous ont énervés, et on a le sentiment que ça se reproduit, mais il y a eu une amélioration parce qu'entre-temps il a moins crié, ou il y a eu quand même une baisse, quand même moins, eh bien, dans ces moments-là, je dois me dire que je ne comprends pas ce qui se passe. Mon mari s'énerve, mon mari a fait quelque chose qui m'énerve, mon mari a encore fait la bise à une femme, mon mari a, je sais pas, il a fait quelque chose qui m'énerve. Faut se dire que je ne comprends pas vraiment la situation. Je ne détiens pas la vérité absolue sur ce que je vois, je ne détiens pas la science infuse, je ne sais pas exactement ce qui se passe, d'accord? Parce qu'on a tendance à juger comme ça, à faire tomber le couperet, à faire tomber l'accusation. Il est coupable. Coupable. Attends, coupable, mais prends en considération tous les éléments. Et en l'occurrence, je ne pourrais jamais prendre en considération tous les éléments, étant donné que tous les éléments sont cachés. Tous les éléments ne sont pas visibles à l'œil nu. Il y a quelques éléments qui sont le haut de l'iceberg, qui est la colère de mon mari, qui est le manque de respect de sa part, qui est l'énervement. Attention, ça ne légitime pas les coups physiques, Rasvé Shalom. Il faut foncer urgemment chez un rave s'il y a de la violence physique. Mais d'autres choses qui sont pénibles, énervantes, mais qui n'atteignent pas à ma vie, réellement. Et attention, parce que des fois, le Yetzer Hara nous fait croire qu'il atteint notre vie. Par exemple, s'il conduit trop vite ou s'il regarde le téléphone en conduisant, je sais, ce sont des choses qui ne sont pas du tout appropriées, qui ne sont pas responsables, mais on n'est pas obligé de tout regarder, de tout voir et de tout juger, d'accord? On n'est pas obligé. Eh bien, il a conduit vite, eh bien, il a fait une queue de poisson et tout ça. Je ne suis pas obligée de me concentrer sur ces choses-là. Je peux me concentrer sur d'autres choses. Mes enfants sont derrière. Ben, tu sais quoi? C'est un moment.
pour les caresser, c'est un moment pour les prendre dans les bras. Mon mari est en train d'hurler tous les noms d'oiseaux, et il ouvre la fenêtre et il fait un doigt d'honneur, et je parle pas de mon mari, hein, mais il klaxonne, et vas-y, il s'énerve. Eh ben, tu sais quoi? Ça ne me concerne pas. Je ne suis pas concernée, c'est son travail à lui, c'est ça Avodat Hamidot, c'est son affinement du caractère. Son affinement du caractère ne me concerne pas. Je sais, c'est pas confortable, mais ça ne veut pas dire que je dois me focaliser dessus. C'est peut-être l'occasion de parler avec Dieu. Si chaque fois que je monte dans la voiture, je suis agacée par la conduite de mon mari, eh bien je n'ai qu'à me concentrer sur les remerciements du moment, voilà. Tu sais quoi? Merci mon Dieu que tu m'as fait juive. Merci mon Dieu que tu m'as donné la santé. Merci mon Dieu. Oh, on a des enfants, Baruch Hashem. Merci mon Dieu que je peux voir et observer ces jolis arbres. Tu peux parler dans ton cœur, tu n'es pas obligé de parler. Concentre-toi sur les choses positives ou profite de ce moment-là pour prendre ton enfant dans les bras, pour lui caresser les cheveux. Combien on a le temps et l'occasion de caresser les cheveux de nos enfants, de leur caresser les mains, de leur raconter une petite histoire à l'oreille. Oui, mais mon mari fait trop de bruit là, il fait du vacarme, il klaxonne et tout. Et alors, mais c'est pas grave, tu sais, il y en a qui ont vu pire. Il y en a qui ont vu pire et ils ont continué de caresser les cheveux de leurs enfants et de leur raconter des histoires. Il y a des situations terribles comme la Shoah ou Chas v'Shalom où des parents ont continué d'essayer de se concentrer sur le fait qu'il fallait qu'ils gardent le moral pour leurs enfants, pour donner le sentiment aux enfants qu'ils ne sont pas en danger. Imaginez le don de soi, la Messirut Nefesh par laquelle ils ont dû passer. Donc des fois, on croit que notre situation est catastrophique. Encore une fois, je ne parle pas de situation où il y a, chas v'shalom, des débordements de violence, chas v'shalom. Mais des fois, on a l'impression que notre situation est catastrophique, et en vérité, elle ne l'est pas du tout. Elle ne l'est pas du tout. Dans un grand pourcentage de cas, j'ai même envie de dire 99% des cas, notre situation n'est pas aussi catastrophique qu'on ne le croit. C'est juste que le Yetzer Hara a tellement le micro à l'intérieur que très souvent, pour un rien, dès que ça le titille, dès que ça le dérange, encore du bruit, encore il crie, encore il te manque de respect, encore il t'a pas écrit une lettre pour ton anniversaire, encore il t'a pas sorti, encore ça, encore, oh c'est catastrophique, oh c'est catastrophique, c'est la catastrophe, voilà. Le Yetzer Hara, pour lui, son but de la journée, c'est de te convaincre que le scénario de ta vie est catastrophique. Il veut te faire croire que tu vis dans un film d'horreur, alors qu'en vérité, tu vis dans un film de Gan Eden, de paradis. Il faut juste savoir repérer les éléments qui consistent le paradis. D'accord? Mon paradis est fait de plein d'éléments. Il y a aussi comme un tableau. Il y a un tableau, quand tu regardes un tableau de près, tu peux aller voir le plus beau tableau, d'accord, dans le plus beau musée, le tableau le plus populaire, tout ce que tu veux. Il y a des couleurs, il y a des impressions, tout ça. Et quand tu t'approches du tableau, tu vas voir à certains endroits des points noirs. D'accord? Donc quand tu es trop proche du tableau, tu ne vois plus que les points noirs. Pour un peu que tu as trouvé le point noir et que tu te concentres sur ce point noir, tu peux te convaincre que ce tableau n'est qu'un point noir finalement. Oh le point noir! Oh le point noir! Et là, tu as une petite chinoise derrière qui dit: oh là là, c'est magnifique! Il faut acheter la carte postale! Mais de quoi elle parle? De ce point noir là? C'est catastrophique, c'est un point noir. C'est un point noir, ça n'a pas de valeur. Un point noir, oh c'est terrible. Un point noir, oh c'est terrible. Et plus tu zoomes, et plus tu vois le point noir. C'est comme ça dans la vie. C'est comme ça avec le mari. Plus on va zoomer sur ce qui va pas, d'accord, plus on va se concentrer sur ce qui va pas. Lui, il fait toute une mise en... Tu sais, des fois, il dit, il faudrait absolument que tu parles de ta situation à ton ami, machin. Tu lui dirais comme ça: mon mari est tellement violent et difficile et machin. Non, je parle encore une fois, pardon pour le mot violence. Je ne parle pas de violence physique. Tu lui diras: ton mari est tellement brusque et brute de décoffrage, et puis tu lui diras que tu sais, il te fait une situation comme ça où tu t'imagines en train de régler ton problème, en train de parler avec ton ami, mais en vérité il est en train de te faire juste zoomer sur des points noirs comme ça. Et puis tu lui expliqueras au téléphone que
que la dernière fois, il a agi de cette manière, il t'a dit tel mot à ce moment-là, et lorsque l'ami le mari de ta copine lui a fait une sortie super romantique, extraordinaire, il nous a montré les photos, d'ailleurs c'était vraiment beau, et bien lui, des fois, après 10 ans de mariage, il n'avait toujours pas fêté ton anniversaire, il ne t'avait toujours pas fêté ton truc, tu lui diras bien bien, voilà, le paradoxe entre ton mari et ce mari que tu as vu, qui a l'air beaucoup plus sympathique, tu lui expliqueras bien, tu mettras bien la lumière, il te dessine comme ça toute une... Voilà, comment tu pourrais expliquer, il te rend même poète pour pouvoir expliquer avec des mots très raffinés comment ton mari est un bourreau. Le Yetzara, il est très fort, il travaille toute la journée. Non, je vais raconter à personne, je ne parle pas de cas maintenant où tu as besoin de demander un avis à quelqu'un qui peut t'aider, d'accord, qui a les outils pour t'aider. Un rave, une rabbinite, une thérapeute, oui, tu dois essayer de réfléchir sur quoi tu veux mettre le doigt, ça c'est important, et tu dois en parler. Mais des fois, pour des situations anodines, ça racole, anodines au final, d'accord? Des situations qui arrivent dans tous les couples, des situations, chacun avec comment dire, chacun avec le panel que représente son mari, dans les nuances qu'il le représente, va avoir ses points noirs à chaque endroit. Parce que sans point noir, d'accord, sans trait noir, sans la couleur du noir, un tableau, il n'y a pas de limite, il va manquer de profondeur, il va manquer d'expression, il va être fade. Si dans un tableau, il n'y a pas du tout de noir, le tableau va être fade. Donc, si le Yetzirah toute la journée est en train de te dire, voilà, tu vas parler de ce point noir, tu vas parler de ce trait noir, et tu vas parler de ça, d'accord, il faut lui dire, ça rajoute de l'épice, ça rajoute du caractère. C'est vrai que c'est pas confortable, mais je ne comprends pas tout, je ne comprends pas tout ce qui se passe, je ne comprends pas ce que ces éléments la place que ces éléments ont dans la vie, dans ma vie en tant que femme, dans la vie de mes enfants, en tant que leur père. Je ne comprends pas tout, je ne sais pas exactement pourquoi Dieu a amené ce père à mes enfants, avec des fois des moments rigides, avec des fois des moments d'énervement, avec des fois des moments de manque d'écoute, ou de manque de ça, ou des fois de manque de patience envers moi. Je ne sais pas pourquoi exactement, je ne comprends pas tout, ça m'échappe. Ça m'échappe. Je ne sais pas. Des fois, il y a des moments comme ça, quand on est trop dans la réflexion et le zoomage sur le point noir, où pour s'aider à aller en arrière et faire un zoom out, c'est de se dire, je comprends rien. Tu sais quoi, voilà, je comprends rien. Des fois, moi, c'est ce que je me dis. Quand je vois Baruch Hashem, tous les comment dire, les différentes nuances dans la religion, dans la Torah, les différents avis qui des fois se contredisent, et des fois, ça me fait mal. Des fois, j'en arrive à souffrir intérieurement, de me dire, mais pourquoi cet avis contredit cet avis, mais pourquoi eux ils pensent comme ça, et puis eux ils pensent comme ça, mais où je suis, qui je suis, avec qui je suis, pour qui je... Et des fois, au bout d'un moment, c'est tellement fatigant que je me dis, je comprends rien, je comprends rien. Tu sais quoi, voilà, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Moi, tu sais quoi, je fais ce qu'on me demande de faire, en tant que femme, la pudeur, l'éducation des enfants, je sais pas, ces avis qui sont pas d'accord sur ça, je ne sais pas, que Dieu m'éclaire, voilà, que Dieu m'éclaire. Des fois, je ne comprends pas tout, je ne comprends pas tout, je suis loin de tout comprendre. Ben pour le mari, c'est pareil. Quand il agit d'une façon, Dieu a donné ce père à mes enfants, il n'y a pas d'erreur. C'est la main du Créateur qui a brodé mon tableau, avec sa main d'artiste, sa main d'artiste divin qui voit à long terme. Il voit à long terme. Et moi, je n'ai pas le recul que le Créateur a. Je n'ai pas son recul. Donc il y a des situations qui m'échappent, qui sont inconfortables au possible, mais je n'ai pas le recul, ça m'échappe. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut être insensible, qu'il faut être ne pas agir. Bien sûr qu'il faut agir. Bien sûr qu'il faut agir. Bien sûr qu'il faut vouloir autre chose. Mais dans ces moments de vague, me dire, il se peut que je ne comprenne pas. Et puis après, se dire, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer les choses? Qu'est-ce que je peux faire pour faire évoluer les choses? Donc il y a les choses de base. Déjà, parler avec le mari. Parler tout simplement. Je sais, on a un gros, comment dire, des fois un gros a priori sur le fait de s'ouvrir avec son mari. Parce que
à plusieurs reprises, voilà encore une fois les vieux dossiers, une fois je lui ai parlé, il m'a pas écouté, une fois je lui ai parlé, il m'a jugé, une fois je lui ai parlé, il s'est servi de ces informations contre moi, donc voilà, depuis je peux plus lui faire confiance, et je sais qu'il n'y a aucune possibilité de parler, ça c'est encore la fermeture de l'évolution. Je ne crois pas en la possibilité d'évolution de mon mari. Et si jamais il a évolué, je ne suis même pas témoin de cela. Je ne suis même pas, je veux même pas observer son évolution. Donc je ne crois pas en le fait que je puisse communiquer avec lui. Mais si une fois ça a échoué, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. La tentative de communication avec le mari, c'est l'exercice, un des exercices principaux de la vie d'une femme mariée. C'est de encore tenter le coup du parler. Encore. La fois d'avant, je me suis mise en colère. J'ai compris que la colère, c'est interdit par la Torah. J'ai compris que la colère ne fait pas avancer les choses. Donc je vais retenter de lui en reparler sans me mettre en colère. Malgré le fait qu'il va peut-être me contredire, qu'il va peut-être ne pas reconnaître ce que je vais lui dire. Mais cela dit, quand je vais parler et évoquer des choses, quelle que soit sa réaction, quand je vais évoquer les choses, ça va rentrer dans son oreille. Quand il aura entendu ce que j'avais à dire, même s'il réagit d'une façon négative, d'une façon vraiment inconfortable, d'une façon où j'ai le sentiment qu'il se ferme, qu'il ne m'écoute pas, qu'il ne... on ne se rend pas compte à quel point, quand on dit les choses, d'accord, même si on a ce sentiment de parler à un mur, certaines vont décrire le fait quand elles parlent à leur mari qu'elles ont l'impression de parler à un mur, même si cette impression se fait ressentir en soi, il ne faut pas y croire à cette impression. Ça n'est pas une vraie impression. Quand ça rentre dans l'oreille, quand l'homme a entendu ce que sa femme avait à dire, la situation n'est déjà plus la même. Même s'il s'énerve, même s'il nous insulte. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Le fait est qu'il a entendu ce que j'avais à dire. C'est déjà différent. Déjà, la situation a déjà évolué. Déjà. Donc la question, c'est est-ce que je l'ai dit avec respect? Si je n'ai pas réussi à me maîtriser, d'accord, j'ai perdu la maîtrise de moi et je lui ai manqué de respect, eh bien, mon challenge de la fois d'après, ça sera de lui reparler de ce sujet, mais avec respect. Encore que, il se peut que je n'ai même pas besoin de lui en reparler, parce qu'il se peut que même s'il m'a contredit, il était contre et tout, malgré tout, ça s'est rentré dans son oreille, ça a fait du chemin, et il y a eu une évolution. Peut-être micro-évolution, peut-être une toute petite évolution, mais il y a eu une évolution, il se peut. Et si moi, j'arrive à être témoin de cette évolution, en lui faisant savoir, et encore une fois, l'ego se bat pour pas qu'on fasse une chose pareille, parce que, attends, excuse-moi, tu vas pas te rabaisser au fait de lui dire qu'il a évolué, mais attends, mais t'es pas sa servante, t'es pas son esclave pour lui dire qu'il a évolué. Enfin, ça va, c'est pas une évolution digne du fait on doit en parler. En plus, tu vas le remercier d'avoir évolué, mais attends, c'est la base qu'il évolue, c'est normal, il devrait évoluer plus que ça, tu vois, t'as l'ego comme ça qui te dit tout ça. Et là, tu lui dis non, le seul moyen pour lui permettre d'évoluer encore, c'est de mettre la lumière sur son évolution. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le seul moyen pour encourager l'autre à continuer d'évoluer, c'est de l'encourager sur son évolution présente, sur l'évolution qu'il a réalisée. Et avec les enfants, c'est exactement pareil. Avec tous les êtres humains et tous les êtres vivants, d'accord, tout ce qui a une âme en ce monde, dans cette terre, si on veut un mieux, si on veut attendre un mieux de l'autre, c'est uniquement en l'encourageant sur ce qu'il a réussi à faire. Même si c'est à peine visible à l'œil nu, justement. Une femme qui arrive à mettre la lumière sur la petite évolution de son mari, c'est une femme d'une grande qualité d'âme, d'une grande force intérieure. Une grande force intérieure. Aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont pas très à la mode, très populaires. Non, c'est la femme doit surtout veiller à ce qu'on ne l'écrase pas, doit veiller à ce que... Bien sûr qu'on doit veiller à ne pas être écrasé, bien sûr. Je ne dis pas qu'on doit se faire écraser, je ne dis pas cela. Mais cette bataille de vouloir être au-dessus de l'autre, de vouloir être au-dessus de l'homme, de vouloir ne surtout pas se rabaisser, de vouloir
On rate complètement l'invitation de la construction du couple. On rate complètement l'invitation. On est déjà ailleurs. On est ailleurs. On n'est pas du tout en phase avec le mari. On n'est pas du tout... Cette volonté de ne surtout pas se rabaisser, ne surtout pas faire des choses rabaissantes. Ils appellent ça rabaissant, d'accord, la société. Le fait qu'une femme va aller dire à son mari, écoute, je voudrais te remercier parce que j'ai remarqué que tu as moins crié sur les enfants. Je voudrais te remercier parce que j'ai remarqué que tu m'as quand même mieux respecté aujourd'hui devant les invités, devant ma famille. Je peux dire, je sens qu'il y a eu une évolution. Je sens qu'il y a eu une maîtrise de soi. Je te remercie pour ça. C'est une force, je vous assure. Il faut une force pour faire un truc comme ça. Ça, c'est la vraie force. Ça, c'est la vraie force intérieure. Et plus on le fait, plus on s'habitue à dire ces choses-là, à faire ces choses-là, plus ça devient notre nature. Ça devient notre nature. Et au final, après, il se trouve qu'en plus d'avoir fait évoluer les gens les plus proches de soi, c'est-à-dire son mari, ses enfants, on se retrouve à être un phare pour les gens autour de nous. Toutes les personnes qui vont nous rencontrer vont avoir le doux sentiment et l'agréable sentiment qu'ils sont aimés, qu'ils sont encouragés à s'exprimer, à vivre. Et c'est comme ça qu'on fait venir la Géoula. C'est comme ça qu'on fait venir la délivrance. En encourageant les autres à exister, en encourageant les autres à vivre. Mais pas comme on pourrait le croire. Ah bah alors c'est super, génial, je vais me recycler en coach et je vais ouvrir un cabinet d'encouragement à être et puis je vais faire payer les gens très cher la séance, venez, je vais vous encourager à être. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est d'un trait de caractère qui va se renforcer chez la femme, d'accord? Et du coup, sa vie ne sera que encouragement positif de l'autre. C'est pas un business, on parle pas de business maintenant, on parle pas d'intérêt, d'accord? Je vais y gagner des intérêts, c'est des choses cachées, qui sont pas explicables réellement, d'accord? Les gens qui vont nous rencontrer, que ce soit nos futures belles-filles, nos futurs gendres, que ce soit tous les... Déjà commencer par notre mari, nos enfants, etc., etc., nos beaux-parents, etc., tous les gens autour de nous, nos frères et sœurs, etc., ils vont à notre contact, ils pourront pas l'expliquer, mais ils auront un sentiment de joie intérieure. Ils auront un sentiment d'existence forte, très forte. Chaque fois qu'ils viendront nous rendre visite à la maison, chaque fois qu'ils nous rencontreront, chaque fois qu'on ira à leur rencontre, grâce à ce point qu'on aura développé chez nous de mettre la lumière sur le positif que l'autre a réalisé, sur les choses sur lesquelles l'autre est bon, sur l'évolution qu'il a réussi à faire, toutes ces choses-là, que l'autre n'attend qu'on puisse éclairer ces choses en eux, d'accord? On est tous en attente. Pour la plupart, on est tous en attente que l'autre en face de nous vienne éclairer chez nous. Ces situations où on a fait un effort, où on a fait preuve d'effort. J'ai fait une preuve d'effort. Quand l'autre vient et met la lumière sur cet effort que j'ai fait, c'est tellement agréable, tellement... Je me sens tellement vivre quand l'autre met la lumière sur les efforts que j'ai réussi à fournir, sur mon évolution intérieure, sur les améliorations de mon être. Et donc, en l'occurrence, je ne dois pas être dans cette dynamique d'attente que l'autre vienne éclairer chez moi, mais je dois, moi, aller éclairer chez l'autre cette dynamique. Me faire témoin de cette dynamique d'évolution et d'amélioration chez l'autre. Et comment ça commence? Ça commence quand le mari s'est déjà un petit peu amélioré. Un chouïa, un millimètre amélioré. Si je sais fêter ça, même si l'autre paraît gêné, semble, ah, c'est rien, mais c'est rien du tout, ah, tu te moques de moi, t'es cynique quand je dis ça, j'ai quand même crié, t'es cynique. Non, je suis pas cynique du tout, je t'assure mon amour. Je voudrais te dire, vraiment, peut-être que t'as crié, mais t'as moins crié que la dernière fois. Donc déjà, j'ai vu que t'as changé, j'ai vu que t'as évolué. J'ai vu que notre discussion n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd.
j'ai vu. Et non pas se faire le rappeleur de faute, d'accord, comment dire, rappeler à l'autre sans cesse sa faute. T'as encore crié. T'as encore crié. De la même manière que tu avais crié le 31 janvier 1984 à 12h36. Tu te rappelles ce jour-là où tu as crié? Tu te rappelles pas? J'ai la vidéo, je t'ai filmé. J'ai même décrit toute la situation sur une feuille que j'avais envoyée à ma meilleure amie. D'accord? J'ai tout. J'ai les archives, j'ai tout. Toutes les preuves. Signé. Je suis témoin que ce jour-là, t'es tombé. Et voilà, t'es encore tombé. Être la personne qui rappelle à l'autre qu'elle est tombée. T'es encore tombé. Si tu veux empêcher une personne d'évoluer dans la vie, d'accord? Si tu veux signer l'arrêt d'évolution de ton mari, de tes enfants, de qui que ce soit autour de toi, c'est de mettre le doigt et de la lumière sur la fois où elle est tombée. Et qu'elle est encore tombée. Encore. C'est le meilleur moyen pour la catégoriser à ses propres yeux dans l'échec. Tu es en échec et tu vas d'échec en échec. Bonjour l'optimisme, bonjour les good vibes, les bonnes vibrations, bonjour les... Non, c'est terrible, tu empêches l'autre d'évoluer. Et après, tu viens, d'accord, avec ton grand microphone, et tu annonces: mon mari a encore fauté, mon mari a encore tombé, mon mari m'a encore truqué, mon mari a encore fait ça. Je ne pourrai plus jamais lui pardonner. Je ne pourrai plus jamais lui pardonner. Déjà, des trucs du passé, j'arrive pas à lui pardonner, alors là, c'est vraiment impardonnable. Mais la question, c'est est-ce que je n'ai pas été l'élément provocateur du fait qu'il a encore trébuché, de par le fait que je n'ai pas accepté de mettre la lumière sur sa micro-évolution. Alors on pourra très bien se défendre en disant: excuse-moi, mais attends, alors maintenant en plus tu vas me, comment dire, me culpabiliser, tu vas en plus me rendre coupable pour les fautes de mon mari? Oh, c'est la meilleure, ça. Ah bah tu t'en sors bien, là. C'est la meilleure, c'est vraiment inverser les rôles. Et en vérité, la question, c'est qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que je recherche? Est-ce que je recherche à pouvoir être toujours la personne qui est en position de victime, de pauvre personne, de la personne sur qui on a envie de s'apitoyer, sur laquelle on a envie de pleurer avec elle et de compatir de sa difficulté et de son terrible sort, et pourquoi Marie pareil, et pourquoi ça? D'accord? Et c'est tellement confortable, etc. Il kiffe, pour lui c'est ses vacances. Pour lui les grandes vacances, c'est quand il est là en train de se morfondre, mais pourquoi moi, et pourquoi toujours ça, et tout ça. Ou alors, j'ai envie d'être grande, ou alors j'ai envie de grandir, ou alors j'ai envie de donner... Qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie que mon mari évolue, ou j'ai envie de rester victime? Parce que si j'ai envie de rester victime, je vais réussir à organiser les choses de sorte telle que je vais rester victime encore une fois. Que je vais prouver à toute la terre entière qu'il a encore tombé, qu'il a encore fauté, qu'il m'a encore fait de la peine, qu'il m'a encore fait ça. Regardez, une fois de plus, il ne m'a pas aidé à faire le ménage de Pessard. Et j'ai beau lui demander. La question, c'est est-ce que tu y as un moment où il a, oui, aidé, peut-être pas dans le ménage de Pessard, peut-être dans autre chose. Il a, oui, fait quelque chose de positif. Est-ce qu'à ce moment-là, t'as mis la lumière sur ça? Non. Quelque part, tu dois des comptes sur ça. Tu dois peut-être pas des comptes, mais en tout cas, tu subis ça. Tu es en train de subir le fait que t'as pas voulu faire la lumière sur ce qu'il a réussi à évoluer. Parce que c'est trop rabaissant, entre guillemets. C'est trop... je vois pas pourquoi je vais l'encourager sur si peu. Parce que c'est le seul chemin de la possibilité de permettre à ton mari de fleurir, telle une jolie fleur. Voilà ses arômes. Des vrais, hein, du jardin. Voilà. Est-ce que j'ai envie que mon mari fleurisse? Ou est-ce que j'ai envie de raconter à tout le monde à quel point mon mari est fané? Est-ce que j'ai envie de vivre avec une fleur épanouie?
Ou est-ce que j'ai envie que tout le monde s'apitoie et compatit sur le fait que mon mari est une fleur fanée? C'est deux plans, c'est deux propositions dans la vie, c'est deux chemins. C'est deux chemins. Mais il faut se décider, il faut choisir son camp. L'un me permet de grandir, de devenir une personne qui ressemble au Créateur et qui sera agréable pour elle-même et pour les autres autour d'elle, qui diffuse une lumière constante d'encouragement à être, à l'évolution, de par le fait, non pas qu'elle fouette les autres en leur disant « évolue », mais du fait qu'elle met la lumière chaque fois qu'il y a un mieux, qu'il y a un bien, qu'il y a quelque chose de positif. Mon chéri, merci d'avoir pris les enfants, de les avoir amenés à la pizzeria. C'est rien, non, mais c'était pour mon kiff, c'était, je leur avais promis. Bah, merci quand même, mon amour, parce que pas tout le monde le fait. Merci, ça m'a permis de me donner un moment pour moi. Merci, mon amour. T'es cynique, tu rigoles, c'est ça, ouais, tu te moques de moi, t'es encore en train de te moquer de moi. Pas du tout. J'apprécie énormément ton geste. Je te le dis franchement. J'apprécie ton geste. Ton geste m'a aidé. Ton geste m'a prouvé que tu étais un père dévoué. C'est mille et une situations où on peut avoir ce dialogue avec l'autre. Mille et une situations. Et après, quand ça vient avec le mari, ça vient aussi avec les enfants. Et il ne faut pas se faire croire que je peux le faire uniquement avec les enfants, d'accord? Parce que les enfants, je les aime. Parce que les enfants, c'est la chair de ma chair, c'est mes petits amours. Bien entendu que je vais les encourager à être. Bien entendu que je vois toutes ces choses merveilleuses qu'ils font bien. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est peut-être naturel encore chez soi. Mais si je m'habitue à fermer la capacité à encourager mon mari dans ses évolutions, malheureusement, ça va prendre beaucoup de terrain, ça va prendre tout le terrain, et après, je serai en incapacité, lorsque mes enfants seront plus âgés, lorsque mes enfants seront mariés et qu'ils feront des choses merveilleuses, qu'ils grandiront, qu'ils se construiront, qu'ils construiront leur famille, tout d'un coup, les mots me manquent. Oui, c'est bien ce qu'ils font, mais ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas... Quand je vais chez eux, chaque fois, ils oublient de faire ça. Et puis, quand je vais... Puis, ça... Puis, si seulement ils pouvaient faire comme ça. Et puis, tout d'un coup, tu arrives à un âge où des choses qui ne vont pas te montent à l'œil et c'est sur le bout de la langue et c'est sur le point de sortir et sur les trucs qui vont pas. Pourquoi? Parce qu'avec le mari, je n'ai pas fait l'exercice. Et donc, au lieu de faire subsister chez moi cette qualité de pouvoir encourager mes enfants comme quand je les encourageais naturellement quand ils étaient enfants, parce que c'était une évidence pour moi, malheureusement, cette belle qualité n'a pas perduré dans le temps parce que je ne l'ai pas entretenue vis-à-vis de mon mari. Parce que quand je l'entretiens, parce que c'est naturel, quand j'exprime cette capacité à encourager l'autre à être et à mettre la lumière sur ce qui va, parce que c'est naturel, parce que c'est l'amour qui me pousse à le faire, eh bien, malheureusement, ça ne va pas durer. Il y a des moments où, avec les enfants, ils auront grandi, je serai dépassée par les événements, je verrai les choses qui ne vont pas, ça me demandera un effort de leur faire un compliment et tout ça, je ne pourrai pas le faire. Le seul moyen de faire perdurer cette mida, là, ce trait de caractère d'encourager l'autre, c'est de le muscler avec mon mari. De le muscler avec mon mari. Donc il y a deux chemins possibles. Ou je fais fleurir mon mari, ou je choisis cet encouragement, mettre la lumière sur ce qui va, ou alors je me flétris dans cette position confortable de victime face au bourreau qui n'évolue jamais, d'accord, à qui je rappelle sans cesse les fautes du passé, et malheureusement, je m'éloigne de l'image divine à laquelle j'aurais pu accéder. Je m'éloigne de la capacité à faire fleurir les autres. Et en l'occurrence, je laisse une grande lacune dans la vie de mon mari, de mes enfants et de tous les gens qui me rencontreront, puisque je ne serai pas en capacité de leur donner ce sentiment de vie très puissante et forte en mettant la lumière sur leurs évolutions, sur leurs capacités formidables et tout ça. Donc c'est une perte, à commencer par soi-même. C'est une perte, lourde perte pour soi-même, quand je ne fais pas travailler chez moi ce muscle. Donc
Voilà, c'est crucial, crucial de travailler ce muscle, crucial de voir le bon chez l'autre, crucial de lui rappeler ses évolutions, malgré tout, et c'est le seul et unique moyen pour leur permettre d'évoluer et pour me permettre de me rapprocher du Créateur. Que Dieu nous aide dans cette dynamique, et n'hésitez pas à partager si ça vous a parlé et si vous pensez que ça peut éclairer des foyers. À très bientôt, Chag Sameach, Chag Pesach, Chag Kasher Vesameach, à très bientôt.